Bonjour, donc aujourd'hui, on va vous présenter un atelier ou une formation plutôt, sur l'utilisation de l'IAG pour concevoir des grilles d'évaluation. Donc, on va regarder ensemble la valeur ajoutée qu'apporte l'utilisation d'une grille dans le processus d'évaluation, dans un premier temps avec Sébastien. Ensuite, nous regarderons les avantages et les inconvénients de l'utilisation de l'IA générative pour la création d'une grille. Et ensuite, on va explorer en 6 étapes la démarche de création d'une grille à l'aide de l'IAG. Et dernièrement, là, on va vous présenter et vous donner en fait un outil pratique qui pourrait aider les enseignants à concevoir leur propre grille à l'aide de l'IAG. Donc, on va plonger dans le vif du sujet avec Sébastien. Bonjour tout le monde. Donc, comme dit Vanita, avant de passer dans le vif du sujet de l'utilisation de l'IAG pour construire des grilles, peut-être se resituer par rapport à l'utilisation des grilles d'évaluation en enseignement supérieur au Québec. Donc, avant 2015, a été noté des problématiques au niveau de l'évaluation au Québec. Donc, le Conseil supérieur de l'éducation a eu un mandat de rédiger un rapport sur l'état de l'évaluation. Donc, ce fameux rapport, Évaluer pour que ça compte vraiment, qui est apparu en 2018. Donc, les pratiques d'évaluation des apprentissages, en conclusion de ce rapport-là, n'étaient pas conformes aux deux objectifs de base. Donc, les deux objectifs de base de soutenir l'apprentissage et de certifier les acquis semblaient non respectés. Donc, on faisait un petit peu plus du classement d'étudiants, on faisait un petit peu plus de la sélection d'étudiants, mais on sentait qu'on n'était pas beaucoup dans le soutien de l'apprentissage et de la certification des acquis en tant que tel. OK. Donc, suite à ce rapport, 3 recommandations ont été faites par le Conseil supérieur de l'éducation. Donc, l'orientation 1, recentrer l'évaluation des apprentissages sur les objectifs. Donc, vraiment se concentrer, faire le focus sur les objectifs d'évaluation. Ensuite de ça, construire un rapport positif à l'évaluation. Donc, un petit peu comme quand on fait du sport, voir positivement l'évaluation, faire des erreurs, tomber comme quand on fait du sport pour s'améliorer graduellement, pour se rendre vraiment à l'évaluation en fin de parcours. Et finalement, un petit peu plus comme l'objectif de notre petite formation d'aujourd'hui. Donc, réunir les conditions pour passer à une évaluation plus conforme aux objectifs poursuivis. Donc, pour réunir ces conditions-là, il y a un outil qui est très, très utile et très efficace. Donc, c'est la grille d'évaluation critériée. Donc, l'évaluation interprétation critériée ne compare pas les élèves, elle situe sur une échelle par rapport à ce qui est attendu. L'évaluation critériée donne droit à l'erreur et indique à la personne évaluée où elle se situe par rapport aux attentes fixées et ce qu'elle peut faire pour s'améliorer. À la fin, l'évaluation critériée consiste à juger, en fonction des critères de réussite préétablis, si la personne a les compétences nécessaires. Donc, vraiment, on atteint les deux objectifs prioritaires avec la grille. Donc, peut-être un petit rappel sur c'est quoi une grille évaluation critériée. Il y a toutes sortes de modèles qui existent, mais habituellement, on retrouve les 4 éléments suivants. Donc, on retrouve vraiment le critère d'évaluation, la tâche qui a été évaluée en 1. En 2, on retrouve les indicateurs, donc les éléments observables et mesurables attendus pour la tâche. En 3, on trouve des niveaux de performance qui nous aident à situer l'élève par rapport à ce qu'il y a à faire. Et puis finalement, des descriptifs qui décrivent chaque niveau de performance. Donc, on voit ici, on a un exemple de grille qui est applicable dans le département de soins infirmiers par rapport à la compétence de transmission du rapport de relève. Donc, je vais donner la parole maintenant à Paolo pour continuer. Merci. Merci Sébastien. Donc, maintenant, on aimerait vous présenter quelques avantages et inconvénients lorsqu'on utilise l'intelligence artificielle générative pour la création d'une grille d'évaluation, pour la création de n'importe quel document, en fait, mais on parle
particulièrement ici de grilles d'évaluation. On voit les avantages d'un côté, mais aussi les inconvénients. Il faut peser le deux et décider si ça vaut la peine d'utiliser l'IA pour la création d'une grille, par exemple. Bien entendu, probablement, l'avantage le plus important serait le gain de temps. Si vous avez déjà essayé de créer, de rédiger une grille d'évaluation à échelle descriptive, vous savez que ça prend énormément de temps et d'effort. Donc, pouvoir créer un tel document en quelques secondes, c'est vraiment un avantage, c'est vraiment un gain important pour l'enseignant, pour la personne enseignante. Cependant, il y a un risque de sursimplification. Est-ce que cette grille d'évaluation, elle aura le même niveau de qualité, le même niveau de complexité qu'un document qui aurait pu être élaboré par un spécialiste, par un expert de contenu, un enseignant par exemple? On peut remettre en cause ici le résultat final généré par l'IA générative. Mais nous savons aussi que l'IA nous permet d'être flexibles. Donc, nous pouvons modifier le document. Nous pouvons changer, adapter le document selon nos besoins. Donc, on n'a pas besoin vraiment de réécrire une nouvelle requête en nouveau prompt. On peut tout simplement demander à l'IA d'ajouter des critères, d'ajouter une colonne. Donc, on peut modifier le résultat final et ça serait aussi, bien entendu, un avantage important. On arrive maintenant au sujet toujours important concernant les biais. Les biais cognitifs que nous pouvons avoir, nous avons tous, en fait, tous et toutes des biais cognitifs, des biais personnels, mais aussi il y a les biais générés par l'IA parce que, bien sûr, l'IA génératif génère de grilles de documents et de textes qui ont aussi des biais issus des données sur lesquelles l'IA générative a été entraînée. Donc, il faut encore une fois peser ici quels sont les pros et les contre pour décider si ça vaut la peine d'utiliser l'IA pour créer une grille d'évaluation, par exemple. Je vous donne un exemple concernant les biais personnels. Par exemple, un enseignant, il peut être influencé par ses expériences personnelles avec un groupe d'étudiants et ça pourrait éventuellement faire en sorte que le document qu'il va créer, la grille d'évaluation, soit biaisé. Donc, l'IA serait un outil neutre pour justement permettre à la personne enseignante de générer une grille sans ce biais personnel. Mais il y a, comme je vous ai déjà dit, il y a le risque de biais générés par l'IA qui ne sont peut-être pas le biais personnel, mais ce sont des biais quand même. Reste que le regard critique est toujours important. Donc, on aimerait souligner ça lors de notre présentation ici. La personne enseignante, le regard critique de l'expert reste toujours super importante et en fait, je dirais nécessaire. Finalement, la collaboration. Puisque l'IA générative nous permet de gagner énormément de temps, on pourrait, bien entendu, collaborer d'une façon beaucoup plus simple, rapide avec un collègue, par exemple, avec qui on travaille dans la conception d'une grille d'évaluation. Or, si nous créons une grille d'évaluation en quelques secondes, on peut bien sûr collaborer avec ce collègue potentiel beaucoup plus rapidement que si on essaie de créer cette grille manuellement, disons, à partir d'un texte, d'une page Word vide, donc si on répare de zéro, par exemple. Mais il y a un inconvénient. Ici, on pourrait se poser la question, est-ce que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, on sera capable de rédiger une grille d'évaluation sans l'aide de l'IA? On n'a pas de réponse pour cette question pour l'instant, mais comme je vous ai dit, pour l'instant, l'IA
est toujours un outil qui pourrait nous aider dans la conception de ce document, mais le regard critique de le spécialiste ne peut jamais être ignoré. Donc, il faut toujours tenir compte de ces avantages, de ces inconvénients et savoir que le regard de cet spécialiste, de la personne enseignante, est toujours important dans la conception du document. Mais si nous décidons finalement que nous voulons utiliser l'IA générative pour créer notre grille d'évaluation, bon, à ce moment-là, il y a une démarche à suivre et c'est ça qu'on va voir maintenant avec Bonita. Merci, Paolo. Donc, en fait, la démarche de création d'une grille, pour la première étape, entre autres, reste la même, qu'on se serve de l'IA générative ou non. C'est très important dans toute stratégie pédagogique ou initiative qu'on veut mettre en place d'avoir une intention pédagogique qui est claire. Donc, il faut connaître ses compétences qu'on souhaite évaluer, quels sont les objectifs, est-ce que je les ai clairement énoncés pour que ma grille soit conforme. Ensuite, est-ce que la grille permet de donner aussi de la rétroaction? C'est très important, comme Sébastien a souligné plus tôt, que la grille, en fait, est au service de l'apprentissage des étudiants. Donc, c'est pour cette raison qu'elle puisse aussi, dans ses critères et dans les indicateurs, pouvoir fournir une rétroaction pour les étudiants. En deuxième temps, on va formuler une bonne requête. Donc, dans cette démarche, c'est important d'avoir une requête qui est quand même claire, précise, spécifique, et on va regarder comment en formuler une bonne. On utilise souvent le terme prompt, là, qui est utilisé, qui est un mot en anglais, mais formuler la requête, c'est quand même quelque chose qui exige une certaine bon, je vais utiliser le même mot, là, une certaine démarche pour pouvoir bien clarifier nos intentions pédagogiques. Ensuite, en troisième temps, on génère la grille à partir de notre requête et c'est important, à partir du résultat généré, de revoir si la grille est bien conforme à ce qu'on voulait accomplir au tout début de notre démarche, si elle répond bien à notre intention pédagogique, à nos objectifs. À ce moment-là, on peut adapter le résultat selon nos besoins. Donc, si ça répond plus ou moins à ce qu'on souhaitait créer, à ce moment-là, on va peut-être complexifier notre grille ou peut-être qu'elle est trop complexe et il suffit de la simplifier. Donc, on peut procéder à ce moment-là à relancer l'IA générative avec d'autres demandes ou commandes, qu'on pourrait dire, pour demander de soit simplifier notre grille ou d'y ajouter certains éléments. Par exemple, une section de commentaires ou ajouter ou enlever un niveau aux critères. Ensuite, peut-être, on pourrait dire que c'est la dernière étape de la démarche, mais je souhaite plutôt voir la sixième étape comme étant une démarche itérative parce qu'on va toujours revoir ces étapes de la démarche. On met à l'essai notre grille, on peut la faire valider par un collègue, donc quelqu'un qui enseigne le même cours ou qui a l'habitude de faire des grilles pour voir si la grille tient bien la route. Et on peut aussi l'appliquer sur une évaluation antérieure, donc qu'on a déjà fait auprès de nos étudiants pour voir si la grille est bel et bien conforme et répond bien à nos besoins. Donc, c'est des étapes qu'on propose ici, 6 d'une démarche de création d'une grille. Et bien sûr, ce sont des étapes qui sont toujours en continu, qu'on peut revoir de façon régulière tout au long du processus. Donc, Paolo ici va regarder avec vous un exemple de requête simple. Oui, merci Vanita. En fait, ici, on voit un exemple très, très simple de requête, de prompt. Je souhaite créer une grille d'évaluation pour évaluer les présentations de mes étudiants. Donc, on ne voit pas des contextes ici, on n'a pas beaucoup d'informations. C'est peut-être un enseignant, oui, mais il n'y a pas de contexte, il manque de contexte en fait.
mais on aimerait voir avec vous quand même quels résultats on pourrait avoir si on demande à l'IA de générer une grille d'évaluation à partir de cette requête 100. Donc, on va voir tout de suite le résultat. Voici ici un exemple d'une requête simple. Nous avons mis la requête que nous vous avons montrée il y a quelques secondes. Comme vous pouvez le voir, en très peu de temps, voire quelques secondes, l'IA génère des résultats. Les résultats sont très bons et complets. Ils tiennent compte d'éléments que je n'ai pas précisés et qui sont cohérents avec une présentation. C'est certain que nous pouvons maintenant relancer la requête avec de nouvelles précisions, demander à l'aide d'ajouter des critères ou d'en retirer. Donc, c'est intéressant les résultats qu'on voit générer à partir d'une requête simple. Mais il y a aussi des éléments qu'on pourrait ajouter à notre requête, notre prompt, pour justement offrir ou mettre en contexte notre demande qui pourrait amplifier ou venir ajouter là, des résultats plus intéressants qu'on pourrait avoir. Donc ici, on regarde 3 composantes essentielles et 4 composantes facultatives. En fait, il suffirait peut-être d'en mettre juste 2 ou 3. On pourrait vraiment choisir ici selon ce qu'on essaye de générer. Mais pour l'exercice d'aujourd'hui, on va vous montrer vraiment comment intégrer tous ces éléments-là à notre requête complexe. Donc, on peut mettre en contexte, comme disait tout à l'heure Paolo lorsqu'il présentait la requête simple, ajouter des informations qui sont préalables ou une situation particulière qu'on fournit pour orienter la réponse. On peut aussi ajouter des objectifs, donc ce à quoi on s'attend de la réponse de l'IAG, et aussi des actions, donc ce que l'IAG doit accomplir, ce qu'il doit nous produire, si on veut. Ensuite, dans les composantes facultatives, on peut venir aussi ajouter des limitations, des règles que l'IAG devrait respecter pour réaliser les actions. On appelle ça ici nos contraintes. On pourrait lui donner des étapes, donc une séquence d'actions qu'il doit suivre pour mener à bien la requête. Ensuite, aussi proposer un format de présentation de structure qui est attendu pour le livrable final. Ça peut être très intéressant, donc sous forme de tableau ou, par exemple, dans un document Word. On sait qu'avec, par exemple, ChatGPT, la version gratuite, il peut nous fournir un document Word ou un document Excel pour présenter les résultats. Donc, ça élimine une étape, si vous voulez. Ensuite, préciser le rôle, donc la personne ou l'entité responsable de la réalisation des actions. Donc, si on met tous ces composantes-là en action, on les ajoute à notre requête simple, on aurait un exemple qui donne une requête plus complexe, donc qu'on peut voir ici dans notre prochaine diapositive. Donc, on a repris l'essentiel de ce que Paolo vous a présenté, mais on a ajouté le rôle et le contexte, une action, des objectifs, les étapes, la contrainte et le format. OK? Fait que ça donne ceci. En tant qu'enseignant en gestion de projet dans un cégep, le rôle et le contexte, vous devez créer une grille d'évaluation à échelle descriptive avec des critères d'évaluation précis qui inclut des indicateurs attendus pour chaque niveau de performance, soit d'insatisfaisant à excellent. Donc, on lui demande vraiment d'y aller dans ces niveaux-là en fournissant 5. Il faudrait au moins 5 niveaux. Donc, voici l'action qu'il doit apporter. Les présentations de vos étudiants que vous évaluerez porteront sur la planification des ressources humaines dans un projet. Donc, ici, voici l'objectif et voici le contenu de la présentation des étudiants. Donc, ici, on lui dit qu'est-ce qu'on évalue. Entre autres, qu'est-ce qu'on évalue. Ce n'est pas la seule chose. Pour cela, vous devrez suivre plusieurs étapes. Donc, définir les critères d'évaluation, déterminer les niveaux de performance et associer des descriptions à chaque niveau. Donc, ça, c'est les étapes ici. Et finalement, la grille doit rester claire et concise avec des critères mesurables et observables. On ajoute une contrainte et être présentée sous forme de tableau qui est notre format final.
Donc, il faut quand même réfléchir à ces éléments-là en amont. C'est vrai qu'écrire une requête devient un petit peu scientifique ici, mais en ajoutant ces éléments et en complexifiant notre requête, vous allez voir qu'on peut avoir un résultat plus précis, plus spécifique, mieux adapté à notre besoin et à notre intention pédagogique. Parfait. Et nous allons tester la requête complexe tout de suite. Donc, on va voir ce que l'IA générative peut générer à partir de cette requête complexe et on va la comparer. On va comparer le résultat final, en fait. Donc, ici on lance notre requête complexe dans ChatGPT avec les éléments facultatifs que nous avons ajoutés à notre requête simple de tantôt qui comprenait les éléments essentiels seulement. Encore une fois, en très peu de temps, l'IA nous génère des résultats. Les résultats ont plus de détails ici comme nous pouvons le voir. Nous pouvons voir que le contenu de la présentation est détaillé dans les critères d'évaluation, des exemples spécifiques sont fournis, ainsi que la pertinence du contenu. Des instructions pour les évaluateurs sont également comprises dans les résultats. Il y a 5 niveaux de performance également tels que demandés. Il est toujours possible de relancer de nouveaux l'IA au besoin avec d'autres détails. OK. Finalement, on aimerait vous présenter un outil pratique en générateur de requêtes que nous avons conçu justement pour faciliter un peu la vie de personnes enseignantes qui veulent créer une grille d'évaluation à échelle descriptive. Mais comme ma collègue Bonita vient de souligner, parfois ça peut être un peu scientifique, la rédaction d'une requête. Donc, l'objectif de ce fichier que je vous présente est justement de faciliter un peu, de rendre la vie un peu plus facile lorsque vous aurez besoin de rédiger la requête, votre prompt, si vous voulez. Donc, il y a ici des instructions. Cliquez sur les cellules bleues pour sélectionner une option ou vous pouvez simplement saisir le texte. Si vous cherchez une option ici qui ne vous convient pas ou par exemple le contexte ou l'objectif. Surtout ici, lorsque vous demandez une action, si vous ne trouvez pas dans la liste déroulante l'action qui vous convient, vous pouvez simplement saisir le texte. Mais je vais faire un exemple ici, live. Je suis un enseignant, le domaine d'enseignement, par exemple, un algèbre linéaire. Je vais choisir le contexte de ce GEP. Une demande, je voudrais créer une grille d'évaluation à échelle descriptive, par exemple. Mon objectif est pour évaluer des rapports de laboratoire, pour évaluer des travaux des groupes. Le rôle en tant qu'expert en didactique, générer une grille comprenant 5 niveaux de performance. Donc, je viens ici, je clique sur la cellule B, je fais un CTRL-C et puis je colle la requête dans le clavardage de mon robot conversationnel ChatGPT, par exemple. Si je clique sur le bouton, je réinitialise les cellules. Donc, c'est un outil qui pourrait vous aider. On espère que ça va vous aider dans la rédaction de vos requêtes. Donc, merci. Aujourd'hui, on vous a présenté, surtout dans l'utilisation, dans les démonstrations, pardon, on vous a surtout présenté l'utilisation de ChatGPT. C'était simplement un choix parce que c'est l'outil robot conversationnel qui est le plus fréquemment ou le plus systématiquement utilisé. Mais les mêmes fonctions ou les mêmes approches pourraient être appliquées soit dans Gemini, si vous aimez mieux cet outil, ou Copilot, si vous avez des licences Microsoft dans votre institution. Donc, on espère que cette formation vous a été utile, que vous aurez des développements de grilles intéressantes à explorer et surtout, si vous avez la chance, partagez vos bonnes pratiques ou vos récits pratiques avec nous.
Est-ce que mes collègues veulent ajouter un petit mot de la fin? C'est parfait. C'est excellent. Merci. On espère que cette courte formation vous sera utile dans vos pratiques professionnelles. Merci. Oui, bonne chance tout le monde.